Témoignage par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Ma fille est née en 89, je le sais, parce qu'on t'a demandé d'être le parrain. Ouais. Et tu m'as dit à ce moment-là, c'est génial qu'elle naisse la première partie du mois de 89, parce que après le mois de juin, ça va être pire. On va rentrer dans une zone de turbulence. Je ne t'avais jamais pris pour un politologue averti, et certainement pas à ce moment-là. Il faut se replacer à ce moment-là. À ce moment-là, c'était la Chine qui tremblait complètement, juste avant Tiananmen. On voyait le mur de Berlin qui se fissurait, enfin le bloc de l'Est qui était en train de complètement. Et donc on voyait tous ça comme étant quelque chose de fantastique. Et toi, tu disais non, il va y avoir des tensions. Et en fait, tu avais raison. Parce qu'en fait, avec la chute du mur, après ça, il y a eu des tas de perturbations. Il y a eu l'Yougoslavie, la Chine, il y a eu Tiananmen, etc. Et donc, franchement, je garde ça en tête, que je me suis dit, bordel, ce mec, il a quand même vu juste alors que personne ne prédisait ça. Si Poutine ne tombe pas dans les 20 ans, je t'offre un casier de champagne. Je te retire le parrainage de notre D'autres remarques, réflexions, questions? La quête de sens. L'essence du sens est fou. Moi j'avais une question. Concernant Christa. le livre. Tu as dit qu'il y avait plein de livres intéressants sur comment les gens qui sont éveillés redescendent. Oui, il y a le moine qui vendit sa Ferrari. Il y en a un autre, hein, Jean-Michel. Le moine qui vendit sa Ferrari. C'est des bouquins en poche, mais le moine qui a des problèmes avec sa machine à laver. Enfin, c'est des gens comme ça qu'après il faut revenir dans la vraie vie. Hein, donc il y a beaucoup de bouquins là-dessus. Parce que l'éveil, il y a plusieurs stades. Enfin, moi je ne suis pas un éveillé, donc j'en parle à l'aise. Mais il y a de véritables éveillés qui sont allés dans cette conscience supra, ce que les physiciens appellent le champ unitaire supragravitationnel, l'ordre impliqué de David Bohm, le brahman universel des hindous. Ils sont allés là-dedans. Ou alors les chrétiens disent, ce n'est plus moi qui vis comme saint Paul, c'est Christ qui vit en moi, le noyau, le soi. Le Christ est un symbole du soi. Ou la nature de Bouddha chez les bouddhistes. Chez les soufis aussi, il y a toute une série de... Mais ça c'est plus compliqué, je m'en rappelle moins. Ce sont des termes beaucoup plus difficiles à dire. Mais... Et en fait, il y a un moment donné, il faut revenir parce que c'est dans l'espace-temps, c'est dans la matière que la conscience continue à se créer. C'est ça le grand mystère. Et c'est ce qui donne à notre incarnation dans la matière une valeur infinie. C'est dans l'espace-temps qu'on grandit en conscience. Ça, c'est génial. On n'est pas revenu pour rien. N'hésitez pas. Maintenant, ce n'est pas un témoignage, c'est une question. Ouais. Tu as évoqué la pierre philosophale en disant que les alchimistes ne cherchaient pas l'or, mais la pierre philosophale. Moi, je connais ce terme-là depuis que je suis gamin. Ouais. Et c'est quoi la pierre philosophale? La pierre philosophale, c'est le soi, en fait. C'est une image du soi, le noyau divin dans l'homme. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, qui n'est pas du tout là-dedans, c'est le noyau énergétique, le centre. Vous savez, dans toutes les... Il y avait... Carl Friedrich Durkheim qui disait voilà le hara, centre vital de l'homme. On a un centre, on est dans son axe. Toutes les méditations visent à se centrer. Et alors on voit très bien, c'est très bien, on voit ça, et que ce soit dans toutes les cultures, qu'elles soient chrétiennes ou orientales, il y a cette idée, et on voit d'ailleurs parfois un mouvement là. Donc c'est le centre. Et l'alchimie, un imaginaire tellement vaste. Il faut lire Psychologie et alchimie de Jung, hein, c'est une grosse brique. Là, il travaille les rêves de gens. Parce que lui, c'est ça qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, en écoutant les rêves de ses patients, il a découvert toute cette phénoménologie-là, hein, et dans sa vie. Mais c'est une métaphore. Vous savez, il ne faut pas non plus acheter une cornue dans votre cave et commencer à chercher dans les briques. La pépite. Et quoique la quête de l'or, c'est ça en fait. Hein, il y a une symbolique, là, la quête de l'or dans l'Ouest américain. Les gens allaient vers l'Ouest parce que le nouveau
Le nouvel empire est là-bas, et puis alors ils cherchent l'or, qui est un symbole. Les gens devenaient fous pour l'or. C'est incroyable. C'est pour ça que le western, à part son côté colonial, etc., qu'on peut critiquer, mais il y a des westerns extraordinaires par rapport à, mythologiquement parlant. Eldorado, c'est ça, hein, Oui, l'Eldorado, bien sûr. Je vois que tu as ramené un jeu de cartes. Pourquoi tu ne l'utiliserais pas? Non, je ne l'utiliserai pas parce que, en fait, le tarot, c'est un imagier médiéval de toute beauté. Il faudrait faire une conférence rien que sur le tarot avec un petit groupe. Et là, j'explique un peu ça, je suis d'accord de faire, puisqu'il y en aura une tous les 2 mois jusqu'à 2041. Et si tout va bien, bien sûr. Et donc, c'est un imagier médiéval qui parle de la phénoménologie des crises. Dans le premier septénaire, vous arrivez au monde, c'est le battleur qui a tous les éléments en main, et puis il reçoit l'appel intérieur, la papesse. Et puis après, il va vers la 3 et la 4, qui sont la carte du câlin et de la réalisation avant d'être initié. Et poser des choix. La liberté étant au-delà du choix, mais il pose des choix. Et puis il arrive à sa réalisation. Et puis après, c'est la descente dans la solitude, c'est l'ermite. Chevaucher les grands changements, être dans son axe, la carte 11, la force. Comme par hasard, c'est une femme qui dompte un lion. On arrive à la force intérieure par le féminin, et pas par l'ego qui veut tout le temps gagner comme ça. Bon. Et puis c'est le dépouillement, le pendu, la mort à soi-même, la 13, la muerte. Et puis le 3e septénaire, à partir de l'évidence de la tempérance vers l'éros du diable, et puis beaucoup de tremblements encore, sa ressemblance profonde, la 17, l'étoile, et puis la lune, le soleil. C'est un magnifique outil, mais qui valide les décisions. Le tarot valide, il est basé sur la synchronicité. Donc on prend les 4, il y a 22 lames majeures, et puis on prend 4 cartes qui donnent un peu l'état des lieux, le contexte, l'objet de la question, et il valide ma décision. Si je demande au tarot que dois-je faire, immanquablement j'aurai la carte 6. Tu as le choix. C'est qu'on est coincé, on n'est pas libre quand on a le choix. Par contre, si on demande au tarot, tiens, j'ai décidé de commencer une formation, ceci, cela, est-ce dans ma cohérence d'être? Si vous avez la 16 en haut, la 12 à droite, la 9 au total, c'est que dans le fond, il est très possible qu'il y ait beaucoup de bouleversements, que vous vous fassiez arnaquer et qu'en plus vous êtes tout seul à vous rendre compte que vous n'aviez pas besoin de ça. Et donc là, ça nous donne une posture sur la bonne attitude dans la vie. Magnifique outil, moi je l'utilise pour les prises de décision uniquement. Mais bon, maintenant si tu vas à un rendez-vous galant et que tu as la 13 à droite, la 9 au total et la 16 en haut, reste seul. C'est chouette le tarot, c'est très beau. C'est très beau. Et donc je l'utilise pour moi, comme ça, pour des petits trucs. Mais avec les impatients, parce que le patient c'est moi, puisque je n'entends rien. Mais les impatients, donc on travaille la crise, donc j'accompagne, et puis après ça, je fais de la futurisation sur les lettres du futur. Hein. Si vous avez 36 ans, ben vous êtes le jour de vos 40 ans, vous écrivez une belle lettre, vous exprimez un peu tout ce que vous avez en vous. Et puis on valide avec le ciel de naissance et le tarot. Est-ce dans ma cohérence d'être de faire ça? La fois dernière, j'ai beaucoup parlé des risques du projet. Hein. Il ne faut être ni dans l'utopie Icare, ni dans perdre sa vie à la gagner, c'est un peu Sisyphe ou Kafka, ni non plus faire ce que tout le monde fait. Tout le monde veut devenir coach, avoir un centre de bien-être. Il y a quelques années, c'était les bed and breakfast. En Lozère, en Ardèche, il y avait des centaines de bed and breakfast vides, avec des êtres déprimés, et parfois des gros Allemands qui venaient boire du lait chaud sous la pluie au mois de mars. Bref. Donc, méfiez-vous des utopies domestiques et des mimétismes. Et donc, le tarot, quand il y a prise de décision, le tarot valide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François Roustan, qui lui est passé de la psychanalyse lacanienne à l'hypnose, et puis il a tout viré pour faire encore autre chose, il disait, voilà, le but c'est d'amener à une décision. Et comme je le dis souvent, même décider de ne rien décider pour le moment, c'est déjà une décision. L'important c'est de se dire, voilà, je prends une décision. Et là, ça nous permet de nous réapproprier notre vie.
Donc le tarot valide ça. Si tu te trompes, il te le dit. Mais si tu te reposes sur lui, ça ne marche pas. C'est comme les rêves. Les rêves compensent. Ça, c'est... Bon, il y a les rêves freudo-lacaniens, c'est les conflits qui sont plus ou moins refoulés, déplacés, etc., qui sont retravaillés la nuit au niveau synaptique, parce que le MDR les montre aussi en un sens. Et puis là, il y a les rêves hypothético-prospecteurs, les rêves qui disent si tu continues comme ça, alors tu risques de. Et puis, in fine, les grands rêves, les derniers, c'est les rêves prémonitoires. Rares, mais réels. Et donc, si tu te reposes sur ton inconscient en disant mon inconscient c'est mieux que moi, tu n'auras pas la réponse. Et si tu t'impliques, tu t'engages, l'inconscient va te donner des indications. Et tout ça, c'est que ce soit la dimension compensatrice des rêves, anticipative, que ce soit les techniques synchronistiques, les transits planétaires aussi, ça permet de mieux surfer, plus consciemment. Ça n'empêche pas de se planter, hein. J'en suis la preuve vivante. Donc, rien, comme disait l'autre, François Hollande, il y avait un bouquin après qu'il ait été élu, rien ne s'est passé comme prévu. Et moi j'ai ma prévisionnelle de 14 à 80 ans, je peux vous dire que tout ne s'est pas passé forcément comme prévu. Mais ça m'a permis de donner du sens, de me remettre en question, de comprendre les leçons et d'avancer sereinement. Donc c'est intéressant, c'est des approches fabuleuses. Christian, tu parles de sens aujourd'hui. Ton fil rouge, c'est quoi avec tes conférences, hein? Tu as parlé des crises, tu parles du sens. Comment est-ce que tu inscris ces différents thèmes sur un fil? Alors, le fil rouge, c'est aller vers sa liberté. Et je parle de la crise. Donc, c'était comment faire face aux crises. La deuxième, c'est de la crise à la quête de sens. La troisième, je n'ai pas encore mais ce sera aller plus loin, quoi. Mais moi, si j'accompagne les crises, c'est parce que la crise se vit dans le présent. Elle peut toucher au passé. Notamment, je disais la fois dernière, on ne fait pas l'économie de l'angoisse, donc on ne fait pas l'économie de son histoire, donc on ne fait pas l'économie de tout ce qu'on a vécu, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour la cause de nos problèmes, mais qui en fait ne sont que l'actualisation d'une nécessité qui était déjà là d'emblée. Mais donc, la crise est un remaniement dans le présent et qui convoque la créativité. Parce que toutes ces grandes crises, comment se résolvent-elles? Elles se résolvent dans la créativité et une forme de résilience. Regardez Jung, tout ce qu'il a fait à partir de sa crise. J'ai beaucoup parlé de Milton Erickson la fois dernière. Martin Gray qui a connu les camps, qui a connu la Pologne, qui a perdu sa femme dans un incendie et ses 4 enfants, qui a refait sa vie, qui a écrit des choses magnifiques. Etty Hillesum aussi, c'est quelqu'un qui vient des camps, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Mais quand vous regardez les gens, ceux qui sont sortis de la crise, ils ont développé ces fameuses ressources de résilience, chères à Cyrulnik, qui a retrouvé une forme fondamentale, leur structure, et la créativité. Ils ont fait des choses incroyables. Et on trouve ça dans tous les niveaux de la vie, hein. Regardez De Gaulle, par exemple, la traversée du désert de De Gaulle. Et puis, ça a donné la Ve République. La rupture avec l'ordre établi d'une armée fossilisée, ça a donné... voilà, il a permis un sursaut à la France. Et bon, après ça, il y a eu bien sûr... Vous voyez, toutes ces crises où on voit la vulnérabilité. Hein. J'aime bien De Gaulle parce que c'est un personnage qui... C'est intéressant d'étudier sa vie, mais on pourrait prendre Churchill ou d'autres. C'est des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Regardez Kennedy, dont on a commémoré les 60 ans de l'assassinat le 22 novembre dernier. Kennedy a connu une crise monumentale dont le film 13 jours a été tiré. C'est l'affaire de Cuba. Ces films, il faut le voir. Hein. C'est là, on peut dire ce qu'on veut de Kennedy. Bon, d'accord, la mafia l'a fait élire. C'est pas sympa, il était bourré de médoc, il sortait avec toutes les nanas de la planète, tout ça. Mais ce type a sauvé, c'était un gros bonhomme, il a sauvé, c'est pour ça qu'on l'a tué. C'est toujours bon signe. Hein. C'est pour ça qu'on l'a tué, et ça c'est une parenthèse, mais cette histoire me passionne. Et il y a notamment des livres qui sont sortis parce qu'on commence à avoir les... Même Trump a dit, Trump,
il a eu accès aux archives qui sont encore secrètes. Il a dit c'est une bombe, le jour où c'est connu, les États-Unis n'existent plus. Bon, maintenant Trump, hein, mais Ouais, enfin il a dit quand ça même. pour d'autres choses aussi. Hein. Bon, non, mais c'est intéressant. Et alors, tout ça pour dire quoi? C'est que dans les crises, ces gens, mais prenez un peintre, prenez, bon, bien sûr, il y a aussi des cas psychiatriques, la maladie, la schizophrénie, qui peuvent aller jusqu'au suicide, comme Van Gogh, mais prenez des grands peintres, on parle de telle période dans la vie du peintre. Mais quand on écoute, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé une crise, une rupture, il s'est passé quelque chose comme ça. Donc les crises, quand vous êtes en crise, désidentifiez-vous de ce que la vie vous demande de perdre et développez cette créativité. C'est pour ça que Jung a fait notamment son fameux livre Rouge, c'est un livre comme ça, où il a mis toutes ses imaginations en peinture et en sculpture. C'est époustouflant. Il a même bâti une tour de ses mains. Freud n'est pas en reste. Tous ces gens ont dû rompre à un moment donné. Ils ont dû partir, ils ont dû quitter. C'est ce que dit dans la Bible. On dit à Abraham, va pour toi, va vers toi. Il paraît que dans la Bible, c'est le mot le plus utilisé, quitte, quitte, quitte. C'est marrant d'ailleurs parce que Marie Balmary a étudié le livre de Job. Et elle disait qu'en fait, Job, tout lui est enlevé et puis tout lui est rendu. Mais entre-temps, il dit « je ». Pas moi, hein, mais « je ». Il a atteint le statut de sujet. Et là, ça revient à cette idée que ça a du sens, quoi. Mais il faut passer par la perte. La perte est porte. Et puis, il faut aussi passer par des deuils, même si on ne fait pas son deuil. C'est les deuils qui se font. Et là, bon, il y a bien sûr l'impact, le choc, qui peut être traumatique d'ailleurs. Il y a la crise, le bousculement du sens. Et puis, il y a la perte acceptée et le deuil. Et après le deuil, il y a la jachère. Et quand vous avez recommencé à semer, il y a encore une sacrée attente, parce que entre les petits grains que vous plantez et puis le moment où ça pousse, bref, tout ça prend du temps parfois. Hein. Les grandes crises peuvent durer quelques années parfois. Hein. Mais ça a du sens. Donc, pour répondre à ta question, mon cher ami Pierre, l'idée c'est de comprendre les crises pour aller de plus en plus vers cette liberté, en sachant que peut-être que les gens demanderont d'autres sujets, je ne sais pas. Hein. Non, mais tu vois, tu parles aussi des cycles, hein, des crises. Et quand je vois un peu tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on retient des crises? Est-ce qu'on retient quelque chose des crises? Ça n'a pas l'air. Tu parles des crises collectives? Pas des crises en général. Qu'est-ce qu'on retient des crises qu'on peut... On répète les choses assez systématiquement, on va dire ça, non, comme si... Enfin, Okay. Individuellement, c'est l'affaire de chacun, ça. Individuellement, c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir des entretiens avec des gens, d'écouter les gens. Et ils racontent leur vie, leur narration, et tu te rends compte qu'ils intègrent beaucoup de choses, en fait. Mais ils n'ont pas forcément cette conscience réflexive. C'est en parlant qu'ils disent « bah oui, dans le fond ». Tu vois. Par contre, au niveau collectif, l'Europe va très mal, mais enfin, quand même, depuis 75 ans, on n'a pas refait de guerre sur le territoire. La réconciliation franco-allemande, quand même, c'est pas mal. On a retenu des choses de l'histoire. Seulement, le problème, c'est que c'est des nouveaux maintenant. C'est-à-dire que les gens qui ont connu la Shoah, qui ont connu la guerre, ces gens-là, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a tant de mémoires, des musées, des témoignages, des films, pour qu'on n'oublie pas. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est des nouvelles âmes, si je puis dire, des nouveaux êtres, des nouvelles personnes. La Terre, c'est comme un lycée professionnel, hein, dans la banlieue parisienne, avec des gens complètement déchaînés. Il y a ça à Moucron aussi. Hein, bon, enfin bon. Et même si c'est des gens très attachants, au demeurant. Mais enfin, et donc, le vieux prof qui est là, qui dit « oulala, mais ça n'évolue pas », mais c'est pas les mêmes. Tu comprends? C'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Moi, ça me rappelle que j'ai été enseignant avant de refaire la psycho à 30 ans, et un jour, c'est la seule fois de ma vie où j'étais prêt à tuer quelqu'un, enfin symboliquement, un élève, j'avais été prof. Un élève épouvantable, l'horreur, quoi. Et horrible. Et 10 ans après, il y a un gars qui vient me trouver. « Monsieur Lestienne, j'ai gardé un souvenir tellement merveilleux de vous. J'ai créé mon entreprise, maintenant, c'est extraordinaire. » C'était lui. Alors là,
je me suis dit, Christian, ne jamais désespère. Alors que des gens très prometteurs, finalement, ils sont bons à leur niveau, et puis... Donc tu vois, je crois que... Enfin, c'est très compliqué cette histoire, parce que la planète donne l'impression de ne pas retenir. En tout cas, il y a une chose aujourd'hui que la planète ne veut pas voir. C'est le mur vers lequel on se dirige. Alors moi je dirais maintenant il faut faire le mur, enfin le faire s'élever. C'est plus au futur, collapsologie. Hein. On est devant des risques majeurs et ça fait partie des cycles aussi. Mais on peut éviter. On peut éviter. On peut éviter bien sûr ça. Les enfants du Darfour, les enfants de Gaza, le pogrom d'Israël, le 7 octobre, tout ça c'est pas voulu par la vie, hein, ça c'est la folie des hommes. Et ce qui se passe en Ukraine où des dizaines de milliers de jeunes gens sont la chair à canon pour Poutine, tout ça pour gagner 3 mètres, c'est pas la volonté de la vie, ça. C'est nous. Est-ce que, du coup, je voudrais compléter mes notes, mais tu as parlé tu as mis en trois axes ce qu'il en est du sens après une crise, et tu avais dit qu'il y avait un réinvestissement de l'avenir. Ça c'est le chronos, le temps, le projet. Voilà, puis tu as dit l'écoute avec le sens que nous trouvons, mais Le deuxième c'est le kairos, les moments, les synchronicités, etc. Ouais, le sens Et le troisième c'est comprendre dans quelle période on est. Que ce soit un jeune qui commence sa crise d'adolescence par exemple. Et on sait tous, on sait que c'est plus ou moins, mais enfin bon, et voilà. Ou alors la période dans laquelle on est. La période dans laquelle on est, il faut arriver à garder le moral, hein, sans basculer dans le complotisme paranoïaque, ni l'utopisme. Non, c'est ici que ça se passe. Et il faut rester citoyen, créatif, ne pas tomber dans les... Voilà, puis il y a la violence. Hein, bon, c'est l'actualité à tous les niveaux. Hein, dans tous les secteurs, la violence est terrible. Mais la violence est l'énergie même de la vie. Hein, l'homme est né... Enfin, la conscience est née de rupture avec les instincts. C'est ce qui a fait dire à des scientifiques que l'homme était un embryon de singe, une rupture néoténique. Il y a une rupture avec les instincts qui permet la naissance de la conscience. Mais ce faisant, l'homme est à la fois plus archaïque et primitif que l'animal, mais peut aller au divin. Un animal, bon, il est relativement programmé, quoi. Même s'ils sont très intelligents, les animaux, hein. Mais ils restent dans un spectre. Nous, on peut aller de l'infra à l'ultime. Je reste incommensurablement confiant dans l'avenir. Je suis persuadé que dans les 20 000 ans, ça va aller de mieux en mieux. C'est la fameuse blague. C'est quoi la différence entre un pessimiste et un optimiste? Le pessimiste dit ça peut pas être pire, et l'optimiste dit mais si, mais si. Ça, elle est belle celle-là. En même temps, on va peut-être découvrir des choses sur le temps. Peut-être 20 000 ans, ça sera très court. Tout à fait. Non, bien sûr. Puis il y a des gens merveilleux, hein, il y a des choses extraordinaires qui sont. D'autres questions? Moi j'ai une question sur, tout à l'heure tu as parlé de la rupture d'intemporalité, Oui. au moment où se pose la crise, donc en tout cas elle démarre. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis? Ben, par exemple, on va prendre un exemple, un burn-out ou un licenciement brutal, qui sont des réalités de tous les jours. Ta temporalité, elle est comme qui dirait cassée, et tu vois plus, soit que tu es en surcharge, épuisement. Le burn-out, c'est vraiment ça, on se consume de l'intérieur par surinvestissement ou bien par pression. Et on ne sait plus se lever un matin. Hein. Ça va jusque-là, et c'est 6 mois à 3 ans. Et dans ce cas-là, tu as le nez dans le guidon. C'est le SNEG, hein, syndrome du nez dans le guidon. Ou alors le SSBF, syndrome du Saint-Bernard fatigué. Les gens... Et donc là, il y a le burn-out parental et tout. Hein. Donc là, à ce moment-là, tu ne vois plus l'avenir. Ta temporalité, et c'est comme quand on est vraiment fauché, là, on vit au jour le jour, hein, rétraction de la temporalité.
Les grands rêves, on les verra plus tard. C'est la rupture de la temporalité. La temporalité. J'avais compris rupture d'intemporalité. Non, de la. Ça me semble. Oui, pardon. De la temporalité. Et donc, tout le travail du projet de vie, mais après avoir traversé quand même le deuil, tout ça, enfin, ça ne fait pas en 2 minutes. Hein. Et à ce moment-là, futurisation pour recoudre tout ça. Et c'est très chouette. Mais bon, les burn-out, la plupart du temps, ils aboutissent à des reconversions pro. Hein. Les gens en ont marre de ce simulacre social du monde du travail. Cette économie néolibérale basée, enfin, il n'y a pas que ça, mais elle ne marche plus. Il faut créer une nouvelle économie de service, ce qui n'empêche pas une entreprise de gagner sa vie. Mais le profit doit être réinvesti dans du sens. J'appelle ça les nefs du sens, quoi. Il faut qu'une entreprise, elle a le droit de bien fructifier, avoir des bénéfices, pouvoir payer ses gens, avoir du bon matériel, tout ça, c'est bien, et je ne critique pas. Mais à un moment donné, quand ça devient coté en bourse, que tout ça est absurde, et que c'est des pressions. Moi, j'ai accompagné ces derniers mois des gens, je pensais à une personne du monde pharmaceutique, elle a complètement craqué, la pauvre dame, hein. Impossible, c'est violent. Bah, surtout quand c'est d'intérêt public. Je veux dire, l'éducation, la santé. Donc il faut tout revoir, mais voilà, bon, c'est facile de dire il faut, bien sûr, mais voilà, il y a des choses à faire, voilà. Mais C'est quoi que tu vas faire avec mon voisin bientôt, là, David? Tu as dit que tu as annoncé que tu allais faire en septembre. oui, sur le tronc. Alors oui, ici, comme je le dis, il y a des gens que je ne connais pas, mais il y a des gens avec qui je cumule des décennies d'amitié. Et on va faire une conférence en Bretagne sur un colloque qui s'appelle « Le futur et le vivant ». Et on va parler de la collapsologie, si tu es d'accord. Enfin, apparemment, tu l'es. La collapsologie et les cycles. Et Les cycles. Ouais. Donc oui. Quelle heure il est, Stéphania? Vous avez d'autres questions? Il est un peu assommé, quoi. Je sais qu'il y a des gens pressés, qui ont des trains, qui ont une vie. On est jeudi en plus, c'est le seul jour de la semaine où les gens peuvent sortir vraiment, parce que le vendredi c'est les potes, les samedis c'est la famille, les amis, et le dimanche c'est la famille. Donc, voilà, donc si vous la n'avez SNCB n'a pas prévu dans son arrêt le fait que tu donnes des conférences à ben, c'est ça, hein, c'est ça. Mais bon, voilà, moi je serais très heureux de parler avec vous à l'occasion, individuellement ou autre, hein, bien sûr. Et puis, ce que j'espère, c'est que ces réflexions, ces esquisses, ces axes de réflexion puissent amener un peu de sérénité et de recul, de comprendre, de mieux saisir ce qui se passe. Je reviens encore à Jung, qui a connu ces 2 grandes crises pendant les 2 guerres mondiales. Et alors, c'était vraiment, c'était des périodes terribles. Il y a un livre que je me suis vraiment coltiné, Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, par Weworka, 1000 pages. Un livre magnifique. Là, je vous assure, quand vous lisez ça, l'époque actuelle, elle va beaucoup mieux qu'on le croit. C'est pas brillant. Il y a pire. Il y a eu pire. Donc là, on a des leviers quand même extraordinaires pour éviter la catastrophe, quoi. Mais voilà. Mais surtout, aujourd'hui, on devrait inventer de nouveaux modes de vie face à tout ce qui s'annonce, la chute énergétique, la surpopulation, la problématique de l'eau, les migrations, enfin, etc., le réchauffement. On devrait inventer de nouveaux modes de vie, sinon nous, du moins nos enfants. Ça, c'est incontournable. Et là, il y a matière à réfléchir, des colloques, des think tanks, des bouquins. Il y a des choses énormes à faire parce que on n'a pas une vision vraiment... il nous manque cette... Il faut travailler ensemble.
Il faut travailler ensemble. Tout seul, on peut descendre dans sa solitude et être moins en demande vis-à-vis des autres, mais il faut travailler ensemble. C'est un peu le sens de ces conférences, c'est de réfléchir ensemble à un monde meilleur, dans la mesure de nos... c'est le fameux petit colibri de Pierre Rabhi, tout ça, quoi. C'est faisons notre part, là où on est, quoi. Histoire de mourir radieux. Christian, le collectif c'est bien. Hein. Est-ce que tu fais de l'individuel? Et si tu en fais, comment? Ou consultation. Ouais. Bien sûr. Ombre, merci. Merci aussi. Bonne vie. Ouais, toi aussi. Merci beaucoup, Pierre. Tous. Ciao. Et j'accompagne les crises individuellement, effectivement, dans la perspective d'un nouveau projet de vie. Ouais. Et pratiquement, on te contacte comment? Ou Il y a des cartes à l'entrée. J'avais plus de cartes, et soudain, mu par une intuition profonde, je soulève. Et il y avait 2 boîtes. J'ai dit, Dieu est grand et mon inconscient est-il bien. Donc, elles sont là. Portable, pas de mail. Je refuse le mail, je refuse l'ordinateur, ça m'ennuie. Mais WhatsApp, mais Messenger éventuellement. Le téléphone, SMS. Bonjour, comment allez-vous? Tout bêtement. Tinder? Hein? Non. Je refuse la drague sur les réseaux sociaux, je veux plus. Mais je suis sur Facebook, j'écris beaucoup. Donc voilà, oui, je vois les gens le moins possible et le moins cher possible. Il y a aussi ça. Les gens... Donc voilà, que nos crises puissent développer notre créativité, notre lucidité et, très important quand même, notre générosité, notre empathie aussi. Bonne vie à tous. Bon, on termine à l'as de carreau pour ceux qui ont envie de faire la fête. C'est tout prêt.